Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous relevons le défi de la grand-parentalité et prenons le temps de cerner le rôle des grands-parents dans le monde d'aujourd'hui. Alors que vous soyez grands-parents, parents ou simplement curieux, notre épisode 249 est fait pour vous. Je vous partage cette petite bulle de bonheur offerte par un joueur de 2 minutes de bonheur ensemble. Super jeu de conversation qui fait fonctionner l'imagination et stimule les facultés cognitives des petits et grands. Juste génial. Si votre famille n'a pas encore son jeu de 2 minutes de bonheur ensemble, rendez-vous sur notre site 2minutesdebonheur.com. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Les enfants de ma voisine sont sans arrêt gardés par leurs grands-parents et au pied levé. Et moi, pour que mes parents viennent, je les supplie et je dois les prévenir au moins 3 semaines à l'avance. Quand ma belle-mère est là, elle passe des heures à jouer avec eux, elle leur raconte sa vie quand elle était jeune. Les enfants l'adorent. Par contre, je suis furax quand elle me dit qu'elle les trouve mal habillés. En fait, elle est plus délicate que ça. Elle me dit que ça n'est pas à son goût. Mais bon, ça veut quand même dire que je les habille comme des sacs. Mon père est génial avec les ados. Lui qui nous écoutait à peine quand nous étions jeunes et nous disait toujours « tu peux mieux faire ». Il est un vrai soutien pour notre fils de 14 ans qui est mal dans sa peau et qui se cherche. Il l'écoute sans le juger et s'intéresse même à ses posts TikTok que je trouve juste débiles. Et là, ça me chicote. Comment trouver sa place quand on est grands-parents? Et nous, parents, comment leur laisser une juste place? Saviez-vous que 70% des grands-parents jouent un rôle actif dans la vie de leurs petits-enfants aujourd'hui? Mais alors, comment gérer les attentes et les défis? Mais qui sont ces grands-parents? Alors, je vous propose d'imaginer un instant votre rôle de grand-parent, quel que soit l'âge que vous ayez. Imaginez un grand arbre majestueux au centre d'un jardin familial. Ses racines profondes symbolisent l'histoire, les traditions et les valeurs transmises de génération en génération. Ses branches, elles, s'étendent vers le ciel, offrant un soutien et une ombre apaisante à ceux qui en ont besoin. Mais que se passe-t-il lorsque cet arbre est trop sollicité ou lorsqu'on attend de lui qu'il pousse dans toutes les directions à la fois? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie être grand-parent dans le monde d'aujourd'hui, un rôle riche de sens et aussi complexe, et surtout, comment chacun peut prendre sa place. Alors effectivement, le rôle des grands-parents a changé. Alors il a changé d'abord d'un point de vue géographique. Il y a quelques décennies, le rôle des grands-parents était assez clair. Parfois tout le monde habitait sous le même toit ou dans le même village, un même quartier ou au pire une même région. Aujourd'hui tout est éclaté. Parfois la famille est éparpillée même partout autour du monde. C'est aussi l'éclatement des familles. Il y a 50 ans, les enfants avaient 4 grands-parents. Et les grands-parents avaient de 6 à 10 petits-enfants. Aujourd'hui, avec les familles recomposées et la baisse de la natalité, la tendance est inversée. C'est plutôt 6 à 8 grands-parents et 3 petits-enfants. D'après ce que j'entends et ce que j'observe, les grands-parents les plus sollicités sont ceux des familles monoparentales. Élever seul un enfant, c'est difficile, et les moyens financiers sont plus faibles aussi. Parlons de l'espérance de vie des grands-parents d'aujourd'hui. Ceux qui ont entre 65 et 70 ans n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 40 ans. Leur statut social n'est plus seulement être grands-parents. Certains travaillent encore ou ont des activités, des engagements et peuvent se montrer moins disponibles à un moment où de jeunes parents pourraient avoir besoin d'eux. Parfois, les grands-parents et la nouvelle génération sont en décalage. Certains grands-parents aimeraient être plus présents et les enfants ne leur laissent pas cette opportunité. Et à contrario, certains parents aimeraient plus de disponibilité de la part des grands-parents et ces derniers ne veulent pas se laisser esclavagisés. Du coup, une question me vient à l'esprit. Comment ceux qui deviennent grands-parents le vivent-ils? Après tout, c'est un statut qui n'est pas choisi. Et oui, on ne choisit pas d'être grands-parents. Certains ont l'impression de vieillir d'un coup. Pour eux, devenir grands-parents est aussi un révélateur du temps qui passe. D'ailleurs, il est intéressant de noter que papy et mamie ont presque disparu du vocabulaire, laissant la place à bien d'autres surnoms. Devenir grand-parent, c'est aussi accepter que son enfant devienne à son tour parent et prend sa place de parent. Le grand-parent se sent projeté à la place de ses propres parents et se sentent
un peu plus poussés vers le départ. Et ils se sentent comme relégués à un rôle plus périphérique. Et puis pour ces jeunes grands-parents, la cellule familiale se modifie. Fini la cellule avec les enfants et les parents. Il y a les +1 à négocier. Ces valeurs ajoutées ou ces pièces rapportées, ils arrivent justement avec leurs valeurs, leurs habitudes, leurs traditions, et même parfois des enfants de leurs précédentes unions. Il est certain que l'adoption du +1 reste tout de même le témoin et un marqueur des liens qu'il y aura avec les petits-enfants. Quand un enfant arrive dans un foyer, les parents demandent alors à leurs parents comment ils vont se faire appeler. Mais jamais on pose la question comment ils ont envie de s'investir et de s'impliquer. Trop peu de familles ont ces discussions. Qu'est-ce que chacun attend de l'autre? Qu'est-ce que les enfants attendent-ils des grands-parents? Qu'est-ce que les grands-parents attendent-ils de leur rôle? Comment se projettent-ils? Finalement, nous pourrions nous poser plus souvent cette question, parce que c'est sans doute un bon moyen pour trouver sa juste place. Et pour finir, le modèle éducatif a bougé. Nous pourrions même dire que c'est une petite révolution éducative, parfois même une rupture de transmission, dans le sens où, au début du XXe siècle, globalement, les enfants élevaient leurs enfants comme ils avaient été élevés. Respect, manière de table, forme de politesse. Certains grands-parents ont du mal à comprendre l'éducation non violente, une éducation qui eux-mêmes n'ont pas reçue. Certains même de ces grands-parents ont pu être maltraités dans leur enfance tout en disant qu'aujourd'hui ils n'en sont pas morts. Et c'est vrai. Cependant, éviter de faire vivre quelques traumas à des enfants est plutôt salvateur. Comme certains jeunes parents ont du mal à se faire entendre dans leurs nouvelles normes, ils vont chercher à travers les réseaux sociaux, les podcasts ou autres, des repères qui sont parfois très contradictoires et très insécurisants. Effectivement, entre l'éclatement géographique et celui des familles, une espérance de vie qui est différente et un modèle éducatif qui a bougé, certains grands-parents ont du mal à se positionner, ils se sentent bousculés et parfois même incompris, tout autant que leurs enfants. Et quels sont les défis des grands-parents d'aujourd'hui? Déjà, les petits-enfants abordent souvent beaucoup de sujets avec leurs grands-parents qu'ils n'abordent pas avec leurs propres parents. Les grands-parents sont comme un îlot de sécurité. Et ça, aujourd'hui, nous savons combien c'est important. Les travaux de John Bowlby sur la théorie de l'attachement sont devenus l'indispensable de toute éducation. Nous pouvons illustrer le lien d'attachement entre le parent et son enfant comme un fil. En effet, dans les premiers moments de sa vie, le bébé crée un lien aussi fin qu'un fil de couture avec ses figures d'attachement, qui sont son père et sa mère. Plus ces personnes répondent de manière cohérente et adaptée à ses besoins dans la bienveillance, le sourire et la tendresse, et plus ce fil va se renforcer et s'allonger, ce qui va permettre à l'enfant de construire sa confiance en lui et sa sécurité intérieure. C'est aussi une manière de renforcer sa base de sécurité et c'est ce qui va lui permettre de pouvoir explorer son environnement en toute confiance. Par contre, pendant les moments de stress, l'enfant va se tourner vers sa figure d'attachement présente pour être rassuré, comme s'il venait se blottir auprès de sa figure d'attachement dans une tente bien protégée de son environnement parfois hostile. Pour un bébé, ça va être le fait que sa figure d'attachement reconnaisse qu'il a faim, qu'il se sent seul, qu'il est mal avec la couche trempée, qu'il a mal au ventre, aux dents. Fini le temps où on laissait le bébé pleurer pour qu'il se fasse les poumons. Les longs pleurs d'un bébé, aujourd'hui, on a démontré que ça leur procure beaucoup d'insécurité. Chez l'enfant, un peu plus grand, les moments où il pleure car il est tombé, où il a peur devant un chien, ou qu'il est en colère qu'on lui ait pris son jouet, ont besoin d'être reconnus et entendus. Alors, adieu le « mort sur ta chique »,« endurcis-toi »,« c'est pas dangereux »,« fais pas le paresseux ». Le fait de reconnaître ce que l'enfant vit va le sécuriser. Il va apprendre petit à petit à nommer ce qu'il ressent et ainsi exprimer ce dont il a besoin et il pourra ainsi repartir dans son exploration. Et c'est là où les grands-parents jouent un rôle important, car très souvent, ils sont des figures d'attachement secondaires. Aujourd'hui, nous pouvons dire que 60% des adultes sont dans un système d'attachement sécure. Le reste, ce sont les attachements insécures qui se partagent entre évitant 25%, c'est-à-dire je ne peux compter que sur moi-même, le système insécure ambivalent pour 20% d'entre eux, peur de perdre l'être aimé, ou désorganisé, va-t'en mais ne m'abandonne pas. J'en parle pas mal dans mon podcast 153, je suis sécure affectivement.
ce qui montre combien un attachement sécure est important pour la santé mentale de l'enfant et du futur adulte. Rassurez-vous, pas besoin d'être parfait, mais juste suffisamment bon. C'est ce que nous enseigne Donald Winnicott, notamment à propos des mères. Un autre défi, manager les générations. Une des caractéristiques des grands-parents est de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec ses parents. Trouver des compromis. Prenons l'exemple de cette grand-mère qui adore offrir des sucreries à ses petits-enfants. À chaque fois, ça provoquait des tensions avec sa fille qui préfère limiter le sucre. Mère et fille ont pris le temps de discuter ensemble et elles ont trouvé un compromis. Préparer ensemble des snacks sains, comme des fruits déguisés en animaux rigolos. Résultat, tout le monde est satisfait. Avec les grands-parents, on peut manger des bonbons, regarder la télé, se coucher plus tard et c'est OK, bien sûr quand c'est dans la modération. Les parents ont besoin d'être tolérants avec ça. Que les parents se rappellent ce qu'ils ont vécu avec leurs grands-parents et que les quelques entorses aux règles familiales ont quelque chose de savoureux. À noter que c'est vraiment important aussi de laisser aux parents les découvertes fondamentales avec leurs enfants, comme avoir envie d'emmener ses petits-enfants sans les parents pour un premier séjour au sport d'hiver, sans leurs propres parents, et peut-être un peu trop. Laissons aux parents la joie de découverte de la neige avec leurs propres enfants. Il arrive parfois que les parents sont réticents à laisser leurs enfants à leurs parents. Quand on a eu une enfance pleine de traumas, effectivement, c'est plus difficile de confier ses enfants à ses parents. Bien que tout est dans la nuance. Certains parents qui ont été difficiles et même parfois maltraitants peuvent être très différents avec leurs petits-enfants. Ils peuvent essayer de rattraper un lien qu'ils ont peu créé avec leurs propres enfants, ou voire même essayer de réparer ce lien s'il est abîmé. Un père élevé avec comme première valeur de ramener de l'argent à la maison peut regretter d'avoir passé si peu de temps avec ses enfants et peut se rattraper avec ses petits-enfants. Essayons de ne pas généraliser et gardons cette ouverture si précieuse et faisons preuve de souplesse. C'est vrai que regarder un film avec ses grands-parents le samedi soir en mangeant des pop-corn, c'est pas un drame. D'ailleurs, les enfants font bien la différence entre ce qui est permis chez eux et chez leurs grands-parents. Et il est vrai que les grands-parents se sentent libérés de ne pas être le premier responsable. De ce fait, ils peuvent s'autoriser à faire ce que leurs petits-enfants ont envie de vivre et de faire. C'est le moyen de vivre un bon moment de partage. Et c'est comme ça que le lien se crée. Même si les générations sont différentes, l'importance est d'avoir des liens de solidarité. Les différences de génération ne sont pas synonymes de distance, elles peuvent être plutôt synonymes de difficulté de se comprendre et des sources d'incompréhension. Et pourtant, l'altérité due à des générations différentes est aussi une bonne chose. Et enfin, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que bon nombre de grands-parents sont démunis face au temps passé par leurs petits-enfants sur un écran. Sachez que l'enfant, quand il est sur son écran, reste avec ses alter-ego et se prive de la richesse de la rencontre. Sans parler de l'état d'énervement dans lequel il se trouve après. Et pourtant, cette fameuse étude d'Harvard sur le bonheur nous dit bien que être heureux, c'est avoir des liens solides et des liens de qualité avec ceux qui nous entourent. Enfin, dans les conflits de génération, on ne peut pas ne pas parler des vacances. Et les attentes sont grandes. Les retrouvailles familiales sont bien souvent des demandes d'amour déguisées et nous idéalisons ces moments de retrouvailles. Rien à faire. Votre fils célibataire s'agace du bruit. Votre belle-fille prépare les repas que pour ses enfants. Votre conjoint trouve que sa femme est trop investie auprès de ses petits-enfants et vous êtes éreinté par le bazar ambiant. Le décalage entre la réalité et le souhait de vacances harmonieuses s'appelle la déception. À vous de la gérer et d'accueillir les petits frottements avec le sourire, car ils sont normaux et naturels. D'ailleurs, combien parmi les grands-parents ont vécu une situation où les conseils donnés et bien intentionnés n'ont pas été reçus comme prévu? Comme par exemple, vous avez envie d'enseigner à votre petit-fils comment bricoler, réparer une chaise, et votre fils qui vous invective en disant « Eh papa, tu le laisses tranquille, il a déjà beaucoup à faire à l'école ». Et ce grand-père s'est senti rejeté alors qu'il voulait juste partager son savoir-faire. Enfin, quand on est grands-parents, il faut savoir aussi dire non. Dire non, c'est se dire oui à soi-même. C'est parfois difficile de dire non. Cependant, c'est essentiel pour préserver son propre bien-être. Imaginez un grand-parent qui, après des années de service intensif, décide de bloquer un jour par semaine juste pour lui. Et il explique à sa famille « Je suis toujours là pour vous aider, mais le mercredi, c'est mon temps pour me reposer. » Ce n'est pas égoïste, c'est équilibré.
Je vous renvoie sur le podcast « Osez dire non ». Et que disent les études sur le rôle des grands-parents ? Une étude américaine a démontré que les enfants qui sont régulièrement en lien avec leurs grands-parents sont en meilleure santé mentale. C'est bon pour des enfants d'avoir ce relais-là quand ils se sentent bousculés ou hésitants, voire même désorientés dans l'éducation de leurs enfants. Une étude publiée dans la Royal Society nous dit même que les grands-parents et les grands-mères préfèrent leurs petits-enfants à leurs propres enfants. Allez, je change de regard. Alors, quels conseils pratiques avoir pour vivre une grande parentalité épanouie ? Première idée, créer des rituels. Je pense à une grand-mère qui chaque année plante un arbre avec ses petits-enfants dans son jardin. Ces arbres deviennent des symboles de leur lien, grandissant au fil des années. Et cette grand-mère d'origine italienne qui chaque samedi rassemble ses petits-enfants autour de la table pour préparer des raviolis, une recette transmise par sa propre mère. Pendant qu'ils cuisinent, elle leur raconte des histoires de son enfance en Italie. Ces moments deviennent des souvenirs indélébiles pour ses petits-enfants, mais aussi un moyen de transmettre des valeurs, la patience, la famille et la joie de partager un repas fait maison. Je vous renvoie à notre podcast numéro 4, Créer des rituels. Ensuite, comment renforcer ces liens intergénérationnels ? Jouer, jouer et encore jouer. Rien de mieux que le jeu pour mieux se connaître et renforcer les liens. Rappelons que nous, les hommes, nous sommes des animaux grégaires et jouer satisfait nos besoins d'être entourés et de partager. Le jeu assure donc une fonction de sociabilisation. Léonore Terre, et j'en parle dans le podcast 72, Le jeu pour être heureux, psychiatre à l'université du Michigan, nous dit que l'élément psychologique fondamental est que le jeu permet de s'oublier soi-même. Et seul l'oubli de soi, associé au plaisir, permet de se dépasser et d'être créatif. Et elle nous dit même, voilà la grande différence entre les enfants et les grandes personnes. Les premiers jouent pour se découvrir et se structurer, les seconds pour s'oublier et se dépasser. Le jeu permet une rupture avec le quotidien, un plongeon dans un autre univers, dans notre monde souvent plus stressé et stressant et très normé. On comprend que cette évasion soit de plus en plus utile. Créer cette bulle de confiance où chacun apprend à mieux se connaître est une des raisons pour lesquelles j'ai créé les jeux 2 minutes de bonheur. Sachez que chez les seniors, il est intéressant de noter que le jeu permet également de freiner le vieillissement. Plus on joue, plus on utilise nos fonctions cognitives et plus on les préserve. Le jeu donne un regain de vivacité, un nouveau souffle, une sorte de seconde jeunesse. Le jeu nous permet aussi d'entretenir notre mémoire. Jouer ne permet pas de vieillir moins, mais bien de se sentir moins vieux. Troisième idée, osez vous lâcher, osez la fantaisie. Alors certes, peut-être que pour vous, l'enfance est un paradis perdu ou c'est l'évocation d'un passé douloureux. Un adulte n'est pas que sérieux. Osez libérer l'enfant en vous. Vous verrouillez l'enfant en vous car vous n'avez peut-être pas eu la place d'exprimer vos émotions. Vous n'osez pas laisser jaillir vos désirs car vous avez peur qu'ils s'échappent sans filtre et sans raison. Vous avez peut-être peur de vous lancer à corps perdu sans réfléchir. Voyez plutôt l'enfant en vous comme celui qui a envie d'apprendre et qui est curieux. Et parfois, oser partir écouter un concert dans la fosse avec votre petite fille ne fait pas de vous une fumeuse de cannabis. Être connecté à la réalité de vos petits-enfants peut faire toute la différence. Apprenez à mieux comprendre les réseaux sociaux grâce à vos petits-enfants ados. Osez faire un grand 8 dans un parc d'attractions. Faites ensemble une activité créative, de la poterie, de la peinture, ou pourquoi pas même du théâtre. Une autre idée, transmettez des émotions positives. Les émotions positives comme la joie, la curiosité, la satisfaction, la fierté et l'amour élargissent l'éventail de vos pensées et vous mettent en mode action. Vous avez alors un schéma de pensée plus flexible, plus créatif, plus intégratif, plus ouvert à l'information et plus efficace. C'est ce qu'a développé Barbara Fredrickson en 1998 avec sa théorie de l'élargissement et de la construction. Je vous renvoie pour ça à notre épisode 235. La joie, par exemple, elle vous donne envie de jouer, de repousser les limites et d'être créatif. La curiosité, elle élargit votre état d'esprit en créant le besoin d'explorer et d'absorber de nouvelles informations et de vivre de nouvelles expériences. La fierté, elle permet des réalisations personnelles, elle augmente votre besoin de partager et elle vous donne envie
d'envisager des réalisations encore plus importantes. Et l'amour ressenti dans des relations sécures, comme avec vos petits-enfants, crée de manière récurrente l'envie de s'amuser, d'explorer et de savourer des expériences avec ceux que vous aimez. Et puis riez. Rire mobilise 15 muscles, faire la gueule en mobilise 40. Reposez-vous et souriez, dit Christophe André. Le sourire stimule la dopamine et diminue le niveau de stress. Et en plus, le rire est contagieux. Il est à consommer sans modération. Sachez qu'un enfant rit 30 fois par jour et un adulte à peine 3 minutes. Enfin, l'émerveillement. Tous les jours, observez un coucher de soleil, un nuage avec une forme amusante, des amoureux qui se tiennent la main, le sourire d'un enfant, un bon burger, un oiseau qui piaille, un bébé dans les bras de sa mère, un grand-père qui rit avec son petit-fils. Saisissez tous ces moments de joie et surtout apprenez à vos petits-enfants tout ce vocabulaire. Non seulement vous allez élargir leur système de pensée, et en plus de ça, il y aura un véritable impact sur votre santé et sur celui de vos petits-enfants. Parce que vivre des émotions positives réduit les affects négatifs, donc le niveau de stress est moins élevé, donc le niveau de cortisol est plus bas, donc vous êtes en meilleure santé et vous avez moins de problèmes cardiovasculaires. Rappelez-vous, les optimistes vivent jusqu'à 7 ans plus vieux que les autres. En fait, c'est important d'inscrire ses enfants et ses petits-enfants dans une filiation, c'est-à-dire dans une histoire. On se souvient tous des récits d'antan où les grands-parents étaient les gardiens de la mémoire familiale. Peut-être vous reconnaissez-vous dans cette image. Racontez à vos petits-enfants comment vous viviez quand vous étiez jeune et sans portable, ou comment se passaient vos vacances avec vos grands-parents. Être grand-parent est une aventure extraordinaire, parfois épuisante, mais toujours enrichissante. Chaque moment que vous partagez, chaque oreille que vous tendez, chaque câlin que vous offrez est une pierre précieuse dans la construction de l'identité des petits-enfants. Et je terminerai avec cette pensée. Comme un arbre, votre force ne vient pas seulement de vos racines, mais aussi de votre capacité à vous adapter, à plier sans rompre et à continuer de croître. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, les grands-parents d'aujourd'hui, 1. restent les gardiens des traditions, 2. ont besoin de faire preuve d'adaptabilité, et 3. cherchent un équilibre entre soutien et autonomie. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous invite à vous rappeler et à savourer des moments précieux que vous avez vécus avec vos grands-parents. On s'envole aujourd'hui avec la petite mousse qui vient d'Alex Haley, qui nous dit « Les grands-parents saupoudrent de la poussière d'étoiles sur la vie de leurs petits-enfants. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.